Bienvenue à tous, 45 minutes ensemble, ce dont nous nous réjouissons évidemment, dernière émission de la semaine, dans la bonne humeur avant un week-end certainement pourri, comme traditionnellement lors de chaque Toussaint, mais ça fait rien parce qu'on a plein de choses à vous dire. Ça veut dire Caroline Leroux. Hello, bonsoir. Bonsoir Patrick. Et on va parler sexologie. Oui. Pas tout de suite, tout à l'heure. On donnera le thème tout à l'heure. Ouais. D'accord. Lionel Roudot. Bonsoir. Vous avez appelé Météo France pour être sûr et certain de ce que vous avanciez là. Il va vraiment faire pourri ce week-end. Traditionnellement, d'accord. Traditionnellement, en Méditerranée, déjà, il fait mauvais normalement. Mais c'est important parce qu'il y a des gens qui partent. Alors, oui. Non, on va pas encore se battre entre la Méditerranée et la Bretagne. Il n'y a pas de non, c'est entre la Normandie et la Bretagne. Entre la Normandie et la Bretagne. Ce soir, donc je vais peut-être vous dire quand même ce dont je vais parler éventuellement, ce sera peut-être le 3e forum Ecohabitat qui se déroulera ce week-end à Viry-Châtillon. Bon, il fera beau. J'espère. Sur Viry-Châtillon. Exactement, microclimat il me semble. Microclimat. Alexandre Machel, hello. Alors là, bouquin intéressant. Intéressant, oui. Que vous allez me donner après l'émission. Bien sûr. Oui, donc on va parler bande dessinée. Je vais vous présenter 2 bandes dessinées qui viennent de sortir et puis les événements qui vont arriver prochainement en Essonne. Merci. Nous passons à Martine Guégan qui les aime définitivement musclés. Oui, alors cette fois-ci, je vous l'avais promis, on va voir du muscle. Alors avec le culturiste Georges Denis. Alors par contre, ce sont des images de 90. Bon, il a vieilli depuis, hein. Je ne sais pas comment il est. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de le voir en 90. Ben oui, bon, enfin, ce qui serait sympa, c'est de savoir ce qu'il est devenu. Est-ce que ses muscles ont fondu ou pas? Pas de ça, en fait, parce que je vais vous parler de régime de culturiste et la différence aussi entre le culturisme, la musculation, l'haltérophilie, voilà. D'accord. Et elle est à peine musclée, qu'elle tombe Sadoc. Bonsoir. Bonsoir. Et comme tous les vendredis, je vais parler on va faire le point des manifestations qui vont se dérouler ce week-end en Essonne. Très bien. On va commencer par vous, Alexandre. Là, vous étiez en train de... Exactement comme en classe. Enfin, c'est pour que ça soit pas moi. Eh ben oui. Si, c'est moi. Allez, hop, la BD. Non. Alors, donc, la première que je vais présenter, donc, c'est Apocalypse sur Carson City. Donc, c'est un tome 2 qui sort. Ça s'appelle Le commencement de la fin. C'est sorti chez Aquileo. C'est donc scénario et dessin de Griffon. Donc, je trouvais que c'était rigolo. C'était en actualité. Ça se déroule quelques jours avant Halloween. On est au Nevada, il y a des produits toxiques qui sont déversés dans Crystal Bay, donc c'est le lac qui est à côté de la ville de Carson City, et ce qui engendre tout un nombre de mutations. Donc c'est un tome rigolo quand même. Oui. Non mais c'est plein d'humour noir. Enfin il y a plein d'allusions assez comiques et puis au niveau du dessin on en reparlera tout à l'heure, mais c'est très bien fait. Donc ce tome 2 qui développe qui est une suite logique. Il n'y a pas d'éléments fondamentaux par rapport au tome 1. C'est vraiment la continuité en fait du tome 1. Donc il y a des récits en parallèle autour de différents personnages qui vont rencontrer des mutants, des morts vivants. Quel genre de personnages? Alors quel genre de personnage? Alors il y a des groupes aussi bien des groupes d'adolescents que des poissons mutants avec des tentacules qui sortent de leur bouche. Enfin voilà, c'est des personnages vraiment très différents les uns des autres. On a quelques militaires qui passent par-ci par-là. Enfin, il y a de tout, n'importe quoi. C'est vraiment un méli-mélo de personnages d'origine très différentes. Et en fait, ce qui est très intéressant dans cette bande dessinée, c'est qu'on est entre la bande dessinée et le cinéma. En fait, c'est écrit vraiment comme un scénario de cinéma. On se croit dans un film. La couverture, elle fait penser à Rodriguez et Tarantino. Même le titre, un peu, ça ressemble un peu. Enfin, me fait penser à ces 2 réalisateurs. Mais ouais, un peu dans un truc, un film de Tarantino, on peut même au niveau des voitures, comme on peut. Tout à l'heure vous disiez, bon, c'était les tomes 2, c'est la suite du numéro 1. C'est pas vendeur, ça. Il est mieux, on apprend des choses, on a envie de le voir un 3e. Il pose ce qui a été développé dans le tome 1. Il n'y a pas de nouveaux éléments vraiment. C'est vraiment un développement de ce qui a été posé dans ce premier tome, qui était quelque chose d'assez exceptionnel avec plein de rebondissements. Là, on est plus calme. Les choses se posent, on pose une ambiance et c'est vachement bien.
Au niveau du dessin, on est dans du noir et blanc, on peut le voir dans quelques planches, dans du noir et blanc avec un univers qui se rapproche un petit peu du comics. Et puis aussi Griffon, le dessinateur, était un personnage qui faisait de la caricature, donc on retrouve aussi des personnages avec des gueules pas possibles, complètement exagérées. Donc c'est vraiment très très bien, je vous le conseille. Et pour le néophyte que je suis, et vous savez que je le suis, ça fait partie d'Apocalypse Mania ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment une série totalement à part. Voilà. Une autre bande dessinée, c'était Il est une fois en France, qui vient de sortir avant-hier chez Glénat. Donc c'est le tome 4 qui s'appelle Aux armes citoyens, donc scénario de Fabien Nury et des dessins de Sylvain Vallée. Donc là, ambiance totalement différente. On est dans la en pleine Seconde Guerre mondiale, autour du personnage donc vraiment principal de l'histoire. Tout s'articule autour de lui. C'est Joseph Janowiczi, c'est un juif roumain en fait, qui est ferrailleur d'origine et qui pendant cette guerre va être à la fois collabo et résistant. Donc il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Tantôt criminel, tantôt héros, donc personnage ambigu qui va jouer tout au long de l'histoire un véritable double jeu. Et là, dans ce tome 4, on est en juillet 44, les Alliés sont aux portes de Paris et puis lui, il est dans une position qui est pas très confortable, étant à la fois juif et collabo. Il est dans la pire des situations qui puissent exister à ce moment-là. Et il va tenter en fait d'effacer les traces du passé de ses collaborations avec les Allemands. Donc pour échapper à une exécution qui lui pend au nez, donc il va tenter de récupérer ses états de service auprès du Reich et de faire taire ses différents complices du passé. Il est tu. Faut lire ce 4e tome pour savoir ce qu'il en est. Et puis un petit peu d'actualité par rapport à ce qui va se passer en décembre à IMI. Donc c'est la 13e édition du festival de bande dessinée d'IMI. Donc ça Pardon ? Ah non, par contre, c'est vrai que c'est un grand salon. Je m'y suis rendu plusieurs fois. C'est un salon assez important quand même en Essonne. Il y a souvent des auteurs qui se déplacent pour dédicacer leurs livres. Je ne sais pas si cette année ce sera le cas ou. Si, tout à fait. Et d'ailleurs, hier en fait est parue la première liste des auteurs qui seront présents sur cette édition. Donc il y aura entre autres Siro, Pierre Boisserie, Michel Janvier, pardon. C'était le lettreur d'Astérix. Vincent Perriot, Philippe Loudji, Cromwell et plein d'autres. Donc vous pouvez aller voir sur le site bdessonne.org où il y a plein de renseignements sur les gens qui seront présents sur cette édition. Voilà. Ces gens-là, on les retrouve à Angoulême après. Oui, voilà. D'accord. Merci Alexandre. Pour ceux qui ne pourraient regarder le JT, en voici les grandes lignes. Avec bien entendu le procès de cet animateur pédophile aux assises d'Évry. Il a été condamné à 13 ans de prison, 10 ans de suivi socio-judiciaire avec obligation de soins. C'est moins que ce qu'avait réclamé l'avocat général, 16 années de prison. La grève de 11 des 15 salariés de Bricomarché à Dourdan. Le directeur de l'établissement fait partie des grévistes. En toile de fond, des augmentations de salaire et harcèlement moral selon les principaux intéressés. Triste reconstitution ce matin près de Milly-la-Forêt, celle des moments qui ont précédé le meurtre de la jeune assistante maternelle violée, tuée alors qu'elle faisait son jogging le 28 septembre 2009. Manuel Valls catégorique, pas question de revenir sur la retraite à 60 ans pour tous, prévient le député maire d'Évry dans une interview au journal La Tribune. Et puis les primeurs de Massy, suite avec la seconde soirée de concert et un coup de projecteur sur Fortune. Giuseppe Baggio m'a dit, tu prononces à l'anglaise. Voilà, commentaire sur l'actu. J'aimerais bien voir comment on va prononcer Giuseppe Baggio d'ailleurs. S'il prononce à l'anglaise. Fortune. Je sais pas. Fortune. Bon, à part les primeurs. Je trouve ça un peu étonnant. Enfin, étonnant, je sais pas, mais le gérant de Bricomarché, c'est le gérant, non D'après ce que Virginia Forgag, qui est allée sur le terrain, m'a dit, parmi les grévistes, il y a effectivement le directeur du site, mais qui n'a rien à voir avec le PDG, bien entendu. Oui, je me doute bien. Bon, c'est le directeur d'une franchise, quoi, en fait. Voilà, il soutient, il est solidaire c'est bien, c'est rare de ses employés. Probablement, probablement, on en apprendra plus dans le sujet de Virginia. Sinon, alors l'actu, c'est votre truc. Là, on va se lancer la condamnation, 13 ans pour ce jeune homme, 23 ans
déjà condamné à 26 ans, 13 ans. Bon, c'est une affaire horrible aussi, sordide. Bon, liée en plus avec le meurtre de Marie-Christine Odo, la reconstitution ce matin en Essonne. Non, ça n'a rien à voir, mais ce sont aussi des crimes sexuels. Donc, c'est un lien malgré tout. Je ne sais pas, vous, en tant que sexologue, est-ce que vous, par exemple, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être difficile pour vous, que ces condamnations, est-ce qu'on peut justement ne pas récidiver après 13 ans d'enfermement, par exemple? C'est difficile de répondre, mais on voit au niveau des statistiques, effectivement, tout, que ce soit les pédophiles ou les crimes sexuels, en tout cas, on sait qu'ils récidivent beaucoup. D'où maintenant on a cette obligation de soins. Maintenant, bon, et on peut aussi mentir, que ce soit aux psychiatres ou aux experts, c'est toujours très compliqué, mais on sait qu'il récidive. Alors là, s'il a 26 ans, ce jeune homme, effectivement, il va sortir peut-être même avant. Dans 8 ans. Voilà, en cas de bonne conduite, des choses comme ça. C'est fort probable. Alors, je veux pas non plus, je ne connais pas du tout, mais c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a les chiffres qui sont là. Et qu'on sait qu'au niveau de la criminalité sexuelle, c'est toujours compliqué et il récidive beaucoup. Ouais. Bon. De toute façon, je pense qu'il va passer de très mauvais quart d'heure en prison, durant 8 ou 13 ans. Et puis il y a des gens qui peuvent s'interroger sur le fait que 13 ans, par rapport à une douzaine de victimes, c'est peut-être pas beaucoup, mais bon, c'est vrai qu'on peut s'interroger. Il y a deux solutions, où les psychiatres attestent le fait qu'il n'est pas normal, bon, auquel cas il n'a pas de prison, mais il est enfermé quand même dans d'autres conditions, et avec obligation là certaines de soins, ou il va en prison avec une obligation de soins quand il sort, et là personne n'y croit, bien entendu. Je parle de l'obligation de soins parce que c'est ridicule fini. C'est pas toujours appliqué. Après, il n'y a pas de cumul de peine non plus. On n'est pas aux USA, donc c'est-à-dire que voilà, il y a une peine qui a été donnée. C'est pas pour 12 ou pour 10 ou pour 5 en fait. C'est la loi qui est faite comme ça en France aussi. Bon, allez, on quitte cette chose absolument effroyable et on va rejoindre un ou une collégienne de Paul-Éluard Vigneux pour commenter un autre fait d'actualité. Aujourd'hui, je parle de la pénurie d'essence. Cette pénurie, elle est due à quoi en fait? Elle est due aux grèves, aux manifestations, pour la retraite. Alors quel est le lien entre les grèves pour la retraite et l'essence finalement? En fait, c'est les routiers. Ils sont avec ceux qui font la grève contre la retraite, donc ils les aident. Donc il n'y a plus d'essence en France, quoi. Ils bloquent les raffineries où ils font l'essence grâce au pétrole et ça fait qu'il n'y a plus d'essence. Tes parents, ils ont de l'essence par exemple? Non, ça fait qu'ils doivent prendre le train pour aller au travail, puis prendre sa voiture. Tu penses quoi du fait que les routiers, en s'intégrant au mouvement, bloquent le pays? C'est bien, comme ça, d'un côté, ils font un peu pression. Donc peut-être que ça va aider plus ceux qui font la manifestation pour la retraite. À côté de ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont mécontents, parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent leur voiture. Tu penses que c'est bien pour la réforme ou c'est pas bien? Non, pas trop, parce que pour eux, ils n'ont pas de chance, surtout c'est un truc pour aller au travail. Fait que souvent, s'ils sont en retard, on ne peut pas y aller parce qu'ils n'ont pas d'essence. Alors finalement, le fait que les routiers s'intègrent au mouvement, les gens sont pour, les gens sont contre? La plupart des personnes, ils sont d'accord. Parce qu'ils disent qu'ils ont un autre moyen, c'est le train pour aller au travail. Mais souvent, ceux qui ne prennent pas de transport commun, les trucs comme ça les dérange un peu. Il y a 60% des personnes qui sont d'accord, qui sont pour. Et le reste, vu qu'ils ont ça comme moyen de transport, ça les dérange un peu. Le fait que les routiers soient rentrés dans le mouvement, ils ont un impact très fort parce que justement, ils bloquent le pays. Qu'est-ce qui pourrait être encore plus dérangeant que ça? Les commerces. Si, exemple, les supermarchés, exemple, ils font pareil qu'eux, ça rentre avec la nourriture, tout ça, donc ça fait encore plus de problèmes, donc plus de pression, donc peut-être ils auront tout ce qu'ils veulent à la fin. Tu crois que le gouvernement va écouter, arrive à ce niveau-là? Oui, ça c'est sûr. C'est sûr parce que tout le monde doit se nourrir, donc si jamais, exemple, c'est fermé, il y a encore plus de gens qui vont manifester, plus de problèmes, donc ils seront obligés de céder à un moment. Voilà, il y a d'Estelle, qui est mignonne comme tout. On passe à Caroline, qui est également mignonne. Non, parce que ça faisait idiot aussi, vraiment, je ne disais rien. Ça faisait d'Estelle mignonne à Caroline, pour moi. On aurait pu dire Caroline sexologue, et puis voilà. Caroline sexologue, et on y sonne, ce qui est un plus quand même dans notre département. Tout à fait. Et aujourd'hui, nous allons parler de films érotiques et pornographiques. Il y a plein de gens qui pensent que c'est pareil. C'est pas pareil, surtout les parents s'aperçoivent que c'est pas pareil quand ils découvrent leurs enfants qui regardent un film un peu comme ça. Peut-être avant de parler du film,
Peut-être voir les extraits, c'est ça que vous alliez dire? Non, différence entre érotisme et pornographie, en dehors des films. Oui, en dehors, nous on travaille beaucoup sur la fonction érotique en tant que sexologue. Tout l'érotisme, c'est tout ce qui va en dehors de la sexualité animale, c'est-à-dire la pénétration, qu'elle soit surtout vaginale ou anale. Donc tout ce qu'on ne voit pas, qui est suggéré, est de l'érotisme. Tout le reste est pornographique quand on voit l'acte sexuel filmé, qu'on voit vraiment la pénétration. Ça, c'est la grande différence entre les deux. Il y a quand même un point commun. Bon, on fait l'amour à chaque fois. Alors, il y en a deux. Ah. Il y a toujours un observateur. Ah oui, on est dans la position de voyeurisme, bien sûr. Bon, alors on passe au film. Ouais, alors vous disiez tout à l'heure, surtout les parents, ils savent pas trop. Enfin, les parents, ils ont leur film porno chez eux, faut pas se leurrer. Non, je sais, mais je faisais comme si. Ouais. Bon, comme si. Vous me rendrez d'ailleurs celui Garde-la bien haute, c'est ça. Voilà, très bien. classe. Très bien, très bien. Mais c'est un titre qui existe. C'est un titre qui existe. C'est vrai. Non, c'est vrai. Que je sais plus qui m'a voté. Alors, non, je l'ai pas vu. Donc, film porno ou érotique, difficile à cerner lorsqu'on explique à un petit qu'il y a une différence entre, comment je pourrais dire, tout ce qui peut être suggéré et qui serait de l'érotisme, et puis je crois que dans la notion de pornographie, là, je me lance tout seul, c'est vous qui devez le faire, il y a une histoire d'étalage. Oui, il y a aussi une histoire d'épouvante. D'épouvante. Eh oui. En fait, dans tout ce qui est pornographique, ça renvoie pour l'homme. Alors, avant de commencer par là, je voudrais quand même dire à qui ça s'adresse. C'est-à-dire qu'on a les films érotiques, c'est plus pour les femmes. Les films pornographiques, c'est plus pour les hommes. Alors pourquoi? Parce que les films pornographiques renvoient justement à cette notion d'épouvante. L'épouvante, c'est le fantasme de tous les petits garçons, de pouvoir combler cette béance que nous, on a les femmes, puisqu'on est censé être creuse au niveau du vagin. Nous, on a un creux. Voilà. Alors, de ne pas pouvoir combler cette béance fait de l'épouvante et fait du coup renvoi à l'angoisse de castration de tout petit garçon. Alors, l'angoisse tout ce qui est complexe d'Oedipe et tout ça. Plein de choses. Voilà, alors ça c'est une différence majeure, c'est-à-dire que de voir filmer, donc en tant que voyeur effectivement, l'acte sexuel avec pénétration renvoie chez l'homme à cette notion d'épouvante, à ce complexe de castration et cette notion d'épouvante, mais ça le fait jouir quand même. C'est ça qui est très paradoxal, c'est que ça le fait jouir parce qu'il est justement dans cette position de voyeur. Alors là, je parle de films porno classiques, on rentre pas dans tout ce qui peut se faire maintenant, surtout avec Internet, où on a accès à beaucoup plus de choses et qui sont de l'ordre plus de la perversion que de la pornographie. Alors justement, quelle est la frontière? Déjà, quelle est la frontière entre est-ce que la pornographie commence là où l'érotisme s'arrête? C'est beau. Non. Et puis la perversion, elle débute quand? Alors la perversion, c'est un peu compliqué. Là, on n'est plus dans l'épouvante, on est dans le dégoût. C'est-à-dire quand on a le dégoût de regarder les images, on est dans la perversion. Alors vous pouvez me dire, oui mais les femmes, elles peuvent être dégoûtées de regarder un film porno classique. Oui, certaines femmes ne supportent pas de regarder un film pornographique. Bon, c'est vrai, c'est pas fait pour elles. Mais on n'est pas dans ce dégoût. C'est-à-dire que si on questionne un petit peu plus, on va voir qu'effectivement, elles disent on n'est pas une femme objet, on n'aime pas se voir dans cette position-là. Mais il n'y a pas de dégoût, puisque quelque part, un film porno, c'est ce qu'on fait tous dans l'intimité avec notre conjoint. Quelque part, voilà, quand on a un acte sexuel, c'est ce qu'on fait. Donc ça ne les dégoûte pas. La perversion commence justement où il y a un dégoût. Par contre... Je pensais que la perversion commençait là où ça fait mal, là où la personne n'est pas réceptive et ne veut pas être réceptive. Alors ça, c'est la définition du pervers ou de la perversion. Là, on parle au niveau du film. D'accord. Voilà, ce qui n'a ça n'a pas grand-chose à voir, en fait. Là, c'est plus la notion entre dégoût et la notion entre l'épouvante aussi. Bon. On apprend effectivement, Lionel. Mais les hommes sont vraiment tous tordus là. Mais non, pas du tout. Non, justement, moi je pense que il faut pas, il faut dédramatiser aussi le film porno, en tout cas quand on est adulte. C'est-à-dire qu'un homme qui regarde un film porno, je trouve ça complètement normal et heureusement.
C'est comme un homme qui se masturbe ou une femme qui se masturbe, c'est normal. Maintenant, de dire on est pervers parce qu'on a besoin de regarder un film porno, de temps en temps c'est très bien, il ne faut pas que ça devienne quotidien. Vous l'avez fait comprendre tout à l'heure, il y a une échelle dans le porno. Alors le porno classique comme celui qui existait il y a 40 ans, il n'a rien à voir avec, je dis n'importe quoi, des nains avec des vieilles dames. Oui. Ça n'existe pas, j'aurais donné une idée à quelqu'un. Si, ça existe. Ça existe? Ah oui. Des nains et des vieilles dames? Ah oui, mais tout existe, tout existe. Donc il y a des scènes de viol aussi qui existent et qui sont mises en ligne justement. Donc on paye une fortune pour voir. La fortune, c'est pour le viol et l'assassinat derrière. Ouais. Qui s'appelle, j'ai oublié ça. Je me souviens plus non plus. C'est quelque chose d'horrible. Quelque chose de particulièrement horrible. Ouais. Alors, on va, pour terminer, rester un petit peu plus soft. Quelqu'un qui a été taxé de pornographe à un moment donné, on a vu certaines de ses photos et n'est pas du tout un pornographe, c'est Sam Milton. Bah oui. Lui, il avait fait des belles photos d'érotisme. Alors lui, de jeune fille, un peu, on pourrait dire en fleurs. Donc il les a filmées des fois nues, effectivement. Mais ça, c'est de l'érotisme. Déjà, il n'y a pas d'acte sexuel. Je pourrais rebondir là-dessus, c'est que un truc qui n'a rien à voir, mais au niveau film, qui n'est pas un film érotique, mais qui pourrait donner justement un bel exemple de l'érotisme pur, c'est le film Titanic. Tout le monde l'a vu. Bon, il date moi, je ne l'ai pas vu. Je suis un résistant, promis, c'est vrai, je ne l'ai pas vu. Bon, continuons parce que je ne pourrais pas s'apitoyer sur moi. Et à un moment donné, le bateau est nu. Non, il y a un moment où effectivement il y a un rapport entre Jack et Rose dans une vieille voiture, et ce moment où on voit la main de Rose, donc on voit que la voiture est embuée et que cette main arrive au niveau du carreau et glisse, ça c'est un moment érotique qui est sublime. Je vais le regarder du coup alors. Mais on ne voit rien, on voit juste ça, donc tout est suggéré et ça c'est de l'érotisme pur. D'accord. Il faut quand même rappeler que nous sommes en 2010 et qu'en 2005, il y avait un patron de la police en Angleterre, donc je ne sais plus quel comté, qui avait décrété que Hamilton était absolument illégal et passible de prison, alors que des recueils de photos d'Hamilton faisaient partie de la bibliothèque de Buckingham. Il s'excusait après. Non, mais de toute façon, tout ce qui touche un peu au loin au sexe, et notamment avec des jeunes filles comme ça, photographiées nues, peut choquer. Bon, après, ça dépend de chaque personne, mais c'est vrai que on a chacun notre idée là-dessus, donc c'est un peu compliqué parfois. Et voilà. Merci Caroline. De rien. Je rappelle que vous professez, si je puis dire, à la clinique de Livette. À Longjumeau. La semaine dernière, c'était la ville, maintenant c'est la clinique. Mais vous allez y arriver. Mais certainement. Vous aimeriez être centenaire, vous? Franchement, non. Plus tard, Non. Pourquoi je dis plus tard? C'est vraiment idiot. Ouais. Non. Non, dans de très bonnes conditions. Ah, dans très bonnes conditions, oui. Ouais. Non? Oui, dans très bonnes conditions, mais est-ce qu'on peut réellement le savoir? Voilà. Mais, bon, un désir de vivre très vieux ou pas? Non. Non? Moi, personnellement, non. Avec des enfants et tout, non? Non. Pour voir les petits-enfants? Les arrière-petits-enfants, voir les arrière... Non. Voilà. Non. Martine non plus? Ah non, moi pas du tout. C'est vrai? Ah non, pas du tout. Pourquoi? Parce que... Merci Martine. Non, mais c'est vrai que c'est difficile, on ne peut pas savoir, c'est vrai dans quelles conditions on va être. Mais bon, alors imaginons que ça va bien, c'est vous. Imagine que tu pètes la forme, Martine, à 100 ans. Qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas si on pète la forme. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on s'accroche à une situation arrivée quand on est centenaire. On s'accroche à des souvenirs. On a du mal, on peut plus se projeter. On a du mal. Eh ben oui, mais c'est ça. En fait, la vie, c'est ça aussi, c'est de pouvoir faire des projets, aller de l'avant. C'est vrai. Mais Jeanne Calment disait que tant qu'elle pourrait manger un petit bout de chocolat tous les jours et un petit Porto. Donc c'était son projet. Et c'est ça qui me fait peur. C'est d'avoir un petit projet comme ça. C'est trop petit, quoi. Et Keltoum? Je sais pas, j'y pense pas, j'aime pas trop me projeter, voilà, on verra. Voilà. Et il a repris sa tête d'élève qui veut pas être interrogé. Alexandre, alors? Non, mais j'ai d'autres étapes à passer avant. C'est vrai, c'est vrai. Tu penses à ta retraite? Je pense à ma retraite. Oui, tout à fait. Bon, on a posé la question à un certain nombre d'Essonniens dans la rue. Peut-être, après tout, les progrès de la médecine, je ne sais pas, on en parle beaucoup, donc pourquoi pas. Déjà, il ne faut pas être malade. Arrivé à 100 ans, il faut voir le physique. Hein. Dans ma famille, toutes les femmes ont dépassé les 95 ans. Non.
Pourquoi? Je sais pas, parce que c'est très compliqué maintenant, la vie. Centenaire, pourquoi pas, comme ça je profiterai plus de ma famille. Hein. Je travaille auprès des personnes âgées, donc je sais aussi qu'on peut vieillir bien et puis longtemps. J'espère qu'on sera tous des centenaires. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite à vous et à la jeune fille. J'ai une conviction de la vie éternelle. En mangeant bien, en faisant du sport surtout, en essayant de protéger sa santé. Toujours cultiver, toujours se renseigner, toujours essayer de chercher à comprendre, toujours de dire pourquoi ça et s'instruire. J'espère pas. Pourquoi ça? Parce que quand on vieillit, la vie devient chiante. Bien. Ah, c'est bien. Caroline, quand on n'aime pas, on vit moins vieux. Quand on a du sexe, on vit pas. Quand on n'aime pas en général. Non, c'est plus corrélé à sa vie intime, sa vie sexuelle. Il y a des études qui sont sorties comme quoi quand on avait une vie sexuelle régulière, même âgée, 3e ou 4e âge maintenant, ça contribuait à une meilleure santé. Bien. C'est bon pour les artères, il me semble. Hein. C'est vrai. Et je crois que ça libère certaines substances qui sont bonnes pour les artères. Je sais pas, je voudrais pas trop m'avancer, mais vous prenez des choses. Bon. Martine. Ah, Martine. Martine, hier, vous nous parliez d'un monsieur qui se faisait des muscles, mais pour continuer à se faire des muscles, qui devait peut-être un petit peu moins manger. Oui, alors on n'avait pas vu les images hier, petite erreur, mais alors justement je vous les propose aujourd'hui, je vous propose de voir ce reportage. Mais alors on a retrouvé votre... Voilà, le voilà. Ah oui, et à quel âge maintenant? C'est pas le même. Comment c'est pas le même? Mais non, pas du tout, c'est pas celui-là dont je vous parle. C'est vrai? Ah mince alors. Non. Bon. Alors justement, je vous propose de regarder les images tout de suite. Attention, cet homme est courageux. Profession sportif, avantage, un gabarit impressionnant, inconvénient, interdiction stricte de profiter d'une des fiertés de notre pays, la gastronomie. C'est très dur parce que surtout quand on a des gens qui mangent bien autour de ça, on est obligé de faire avec. Regarder avec beaucoup d'envie et puis se priver, faire attention, puisqu'autrement les efforts qu'on aura fait pendant un certain temps se verront anéantis en très peu de temps. L'enfer est total et consommé, mais entre 2 betteraves, une pomme ou 3 courgettes, le péché du désir parfois réapparaît. Qu'est-ce que j'aimerais manger? J'adore les restaurants asiatiques. J'aimerais bien manger les nems, ce qu'on appelle les patins impériaux, du riz cantonais, un bon canard laqué, et puis en dessert des bananes flambées. Parce que j'adore les restaurants asiatiques et puis une grosse glace puisque... Pour Georges Denis, culturiste massicois, le régime est sévère et conditionnel, mais bonne nouvelle, à la portée de tous. Disons que quand on démarre un régime alimentaire, c'est les 2 premières semaines qui sont les plus dures. Et puis après, ça rentre dans les mœurs, ça va tout seul, quoi. Bon, il a un peu torturé le journaliste quand même. Un petit peu. Je pense qu'il devait être... Donc alors, je voulais parler des régimes des culturistes. Sachant qu'un culturiste, c'est pas comme quelqu'un qui pratique la musculation ou l'haltérophilie. C'est-à-dire, l'haltérophilie, c'est plus destiné... à la gonflette. L'haltérophilie, c'est un sport à développer sa force physique, alors que le culturisme, c'est plus développer justement sa masse musculaire, la taille, et travailler sur la taille et la forme des muscles. Alors, moi j'ai appris en même temps, parce que je ne savais pas du tout. Alors ils ont obligation de suivre un régime très strict pour arriver à leur fin.
Et joli. Je suis désolée. Hein. Alors au départ, donc ils ont une phase hyper calorique pour permettre aux muscles de travailler. Puis ensuite vient une phase hypocalorique, donc moins de sucre et plus de protéines pour que les muscles prennent du volume. Alors donc selon les phases, les culturistes doivent absorber plus de 6000 calories par jour, ce qui est énorme, hein, donc 5 à 7 repas par jour. Et pendant 3 à 6 mois, donc les muscles vont se développer, puis intervient une période de séchage, c'est-à-dire... On y vont par les pieds, on attend que ça fume. Presque, mais le hic dans tout ça, c'est que tout ça est associé à des diurétiques. Donc c'est pas rigolo quand même, hein, le fait d'être culturiste. Alors juste un petit renseignement comme ça, c'est que pour perdre 1 kg de graisse, il faut donc supprimer, 1 kg de graisse équivaut à 8000 calories. C'est énorme. Chez un homme, c'est 3000 par jour, je crois, quelque chose comme ça. Non, ça c'est le fait d'absorber. Oui, d'accord. Voilà, le fait d'absorber son besoin en calories journalier. Maintenant, puis ça dépend de l'âge, ça dépend du poids des os, de sa masse musculaire, ça dépend de plein de choses. Hein. On n'est pas tous faits de la même manière. Donc voilà, 1 kg de graisse égale 8000 calories. Si vous voulez perdre 1 kg de graisse, il va falloir se débarrasser de 8000 calories. Merci Martine qui reviendra mardi prochain pour faire un reportage sur les sumos de l'Essonne. Allez, Keltoum, quid de ce week-end? Oui, alors ce week-end, on va commencer par une petite devinette pour le premier qui est en concert à Ivry. Voilà, déjà la régie, vous n'avez pas le droit de jouer parce que vous avez les images, bien sûr. Alors ça, je vous le dis pas, sinon vous allez trouver. Il a travaillé avec des artistes de renommée internationale comme Peter Gabriel ou Manu Dibango. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Il a joué également dans un film qui s'appelle Amazing Grace et il a joué son propre rôle dans le Retour à Gorée. C'était en 2007. Ça vous dit toujours rien. Il a composé l'hymne pour la phase finale de la Coupe du Monde en 98 et il a chanté avec Axel Red. Youssou N'Dour. Ah, bravo. Voilà. Youssou N'Dour est en concert donc dimanche 31 octobre à 17h aux arènes de l'Agora d'Evry. Et puis il a sorti son dernier album qui est une espèce d'hommage à la Jamaïque et on va l'écouter dans un clip qui s'intitule Marley. Qui revient dans notre département, il était là il y a quelques années, il y a peut-être 2-3 ans à Palaiseau pour la fête de la ville, et donc voilà, qui présentera entre autres son dernier album Dakar Kingston, et les tarifs, vous l'avez vu, 33 €. Il y a un numéro de téléphone pour plus d'informations. On va continuer avec une exposition dont je vous ai parlé il y a quelques temps, qui est très long, le titre est très long, Je plonge, tu trempes, il barbote, nous nageons, baignades et bassins en Essonne, qui est toujours d'actualité si on peut voir les images. Donc c'est jusqu'au 22 décembre, une exposition qui retrace l'histoire de la baignade. On part des rivières, étangs, fleuves, pour finir avec les grands complexes aquatiques des portes de l'Essonne, comme celui des portes de l'Essonne à Tissemons. Voilà, en quelque sorte, on traverse le temps à travers des exemples de baignade. Et donc, c'est jusqu'au 22 décembre. C'est ouvert les mercredis et samedis de 14h à 18h. L'entrée est libre. Et il y a un site internet qui s'affiche, le 3W, qui va s'afficher. Qui s'affiche, oui. Le www.maisondebanlieue.asso.fr. On va continuer avec un festival qui se déroule actuellement, c'est Festimum, donc qui a démarré la semaine dernière, le week-end dernier plus précisément, et qui se déroule jusqu'au 3 novembre. C'est la 10e édition. Donc voilà, tout type de spectacle qui s'adresse aux enfants de 6 mois à des enfants de 12 ans. Et donc voilà, chansons, marionnettes, théâtre, ciné-concert. Et ce week-end, il y a la projection ciné-goûter et conte avec Kiriti, la maison du conte.
Et donc c'est samedi, demain, samedi 30 octobre à 14h30 à la salle cinéma Jacques Tati d'Orsay. Les tarifs 17, 6 et 5 euros. Il y a également Merlin l'Enchanteur, un dessin animé qui s'adresse aux enfants à partir de 6 ans. Cinéma Jacques Tati, c'est dimanche 31 octobre à 14h30. Les tarifs s'affichent sur votre écran. Et on va terminer avec le cinéma avec Yo-Yo. Donc voilà, qui est prévu. Donc là c'est pour les plus grands. C'est à partir de 8 ans. Ça se passe le lundi 1er novembre au cinéma, toujours au cinéma Jacques Tati à 14h30. Et puis voilà. Et puis on termine également avec ce festival et un chanteur. Alors c'est pas ce week-end, c'est mardi 2 novembre. Voilà, ça se passe pendant les vacances, donc à 10h15. Et c'est pour les tout petits là. C'est à partir de 2 ans. Donc mardi 2 novembre à 10h15. Et les tarifs vont de 5 à 10 euros. Voilà. Eh ben merci Keltoum. Je vous en prie. Vous avez commencé par nous poser une question. On va demander aux spécialistes de l'énigme de nous faire une surprise également, et on va voir ce que ça nous réserve aujourd'hui. De temps en temps on devine, hein. Avant les gens qui les entendent interviewer, et puis de temps en temps on est vraiment un petit peu pété. Comme des... Voilà, on va voir. Philippe Bello. Venez dans mon cloître, surtout si vous peignez ou sculptez. Ah, est-ce que ça vous parle ? C'est à l'église. À l'église, il y a des gens. Je pense. Il y a des gens qui exposent, qui font des sculptures. Je sais pas. En tous les cas, ça serait intéressant de savoir où il y a le cloître s'inspire juste derrière, là, qui est d'ailleurs en réparation à l'extérieur, mais on peut y aller à l'intérieur. Venez dans mon cloître, surtout si vous peignez ou sculptez. Est-ce que vous savez s'il y a un endroit où il y a des peintures, des sculpteurs et tout ça dans le coin? Non, vous savez pas? Par là, là? Bah ouais. Ouais. Si vous voulez, je vous y amène. Ouais. Oh, bah, on va pas vous déranger, on va y aller, on va y aller. Alors, ah bah tiens, le voilà. Ah bah oui, il est magnifique, effectivement. Cloître s'inspire. Effectivement, on n'était pas très loin et on l'a trouvé. C'est là. Le cloître s'inspire où nous a conduit notre énigme date du 5e siècle, mais c'est en 1071 que le comte Bouchard fait construire de bonnes murailles pour protéger l'église des attaques extérieures. Philippe Ier, roi de France, déclare même l'indépendance de ce cloître vis-à-vis de Corbeil et le rattache directement à l'évêque de Paris. Juste à côté de la porte se trouve une galerie d'art municipale qui propose chaque année des expositions gratuites et accessibles à tous. Elle a pour mission de mettre en valeur les créateurs vivants locaux ou régionaux et de diffuser leurs productions contemporaines qui oscillent entre figuratif et abstrait, tradition et innovation. Le jour de notre visite, nous avons pu apprécier de très belles toiles de Nadine Arazi qui tentent une interprétation de la place de l'homme dans l'univers. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est exactement la même énigme qui en est fait exprès. C'était pour que tout le monde trouve pour une fois. Non, enfin là je blague, hein, évidemment. J'ai une toute petite erreur. On va passer à quelque chose qui n'est pas une erreur. C'est évidemment le Festival des primeurs de Massy. Alors Giuseppe Baggio, lui, il n'est pas au show en studio. Il est sur place pour assister aux répétitions depuis ce début d'après-midi. Le coup de projecteur peut-être de Giuseppe sur Fortune. Et un bilan, bien sûr, de la soirée d'hier avec le directeur du festival, Giuseppe. Patrice, je suis ici au festival en compagnie de Christian Mogin, le directeur du festival, juste pour faire un petit bilan sur les artistes de hier soir et sur la fréquentation d'hier soir. Bonjour. Bonjour. Alors hier soir, bilan? Eh ben, bilan artistique très bon. On a eu vraiment 5 artistes qui promettaient et qui ont vraiment assuré ce qu'on leur avait demandé de faire avec brio. Et puis sur la fréquentation, on avait une belle salle. On n'était pas complet, il devait rester, je pense, une trentaine de places, mais une belle salle bien remplie. Donc le festival promet des très beaux jours encore. Oh bah oui, parce que ce soir là, on va être complet, et samedi, dimanche, on est d'ores et déjà complet. Alors, juste un petit mot sur la présentation des artistes de ce soir, hein, Chapelier Fou, Jackie, Gush, Carrie et Coco. Oui, alors Jackie, qui est une nouvelle artiste, hein, l'album est sorti il y a très peu de temps, donc qui est sur des origines musicales qui sont proches du reggae, mais ce n'est pas du reggae, c'est vraiment plutôt la culture du rhythm and blues jamaïcain. Voilà, avec une formule acoustique,
très belle, avec voilà, une très belle voix et cette rythmique étonnante. Chapelier Fou, c'est un petit peu un personnage électron libre, un petit peu un personnage qu'on n'arrive pas du tout à mettre dans une case, puisqu'il est tout seul, il s'entoure de machines, il s'entoure d'instruments, c'est un petit peu un homme orchestre à lui tout seul. C'est étonnant, en plus il a la faculté de faire danser les gens avec sa mini formule. Voilà, c'est vraiment une des surprises un petit peu étonnantes du festival. Curine Coco, là on retourne un petit peu dans les années 70, dans le passé. C'est du rock, mais du rock avec des synthétiseurs 13 années 70. C'est du rock dance floor. Voilà, on est là pour danser et faire la fête. Et Gush donc est le groupe rock du moment qui monte fort. C'est d'inspiration très rock anglais, des mélodies, des voix, et puis une super présence scénique. Et voilà, c'est quand même un groupe qui soulève les salles à chacun de ses passages. Et bravo pour ce festival. Alors, Christian, donc vous vous êtes pas planté encore cette année? Sur hier, on s'est pas planté. Sur les 3 jours à venir, le public est là. Après les artistes, on verra tous les soirs, mais moi j'ai une bonne confiance. Merci Christian. Et à 23h, vous avez rendez-vous avec Fortune, un trio français, un trio aux couleurs pop électro. L'album est sorti cette année et s'intitule Starting at the Ice Melt. Il contient 12 titres écrits entièrement en anglais, dont Gimme, un titre qui est déjà très soutenu par les DJ internationaux. Gimme, c'est un thème assez universel en fait. C'est le trop plein c'est gimme, encore toujours plus, je sais pas moi, toujours plus d'amour, toujours plus de drogue, toujours plus de connexion internet, de consommation. Ouais, voilà, la surconsommation, c'est pas la consommation, c'est la surabondance, je dirais quoi. Puis tout le monde peut se reconnaître là-dedans quoi. Je vous propose maintenant de regarder la dernière répétition avant de monter sur scène, Fortune en live, des images signées Julien Dejean. Fortune en concert ce soir avec également Chapelier Fou, Jackie, Gush, Carrie, un Coco, ouverture de porte à 19h. Merci Giuseppe. Vous pouvez évidemment aussi profiter du festival pour découvrir les travaux des étudiants de l'école d'art d'Étienne, école supérieure des arts et d'industrie graphique, située dans le 13e arrondissement de Paris, non loin de la butte aux Cailles, mais en partenariat avec les primeurs. Je voulais en arriver là. Les étudiants ont créé des animations multimédia et des petits films d'animation en projection pendant toute la durée du festival. Ce week-end, on n'a pas parlé de quelque chose quand même qu'on pourrait faire, Lionel. On parlait effectivement du 3e forum Ecohabitat, donc qui a lieu ce week-end samedi et dimanche à Viry-Châtillon. Donc il est organisé par la Chambre des métiers et de l'artisanat et le Conseil général. Principal enjeu de ce 3e forum, c'est peut-être une redite, mais en tous les cas, c'est contribuer à réduire l'impact sur l'environnement de nos habitats tout simplement, puisque l'habitat c'est l'un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre, avec évidemment, en France en tous les cas, avec évidemment le transport routier et puis l'industrie.
ça on s'en doute. Donc l'accent doit être mis en fait sur la construction ou la rénovation plus écologique de l'habitat. Hein. Je vois que ça vous parle, Patrice. Donc choix des matériaux et des énergies pour se chauffer. Non, je vous taquine. Donc durant le forum, donc c'est accès gratuit, avec des ateliers de démonstration, rencontres avec les exposants, conférences sur l'évolution des aides financières, parce que vous savez que ça va baisser évidemment, donc il faut se précipiter pour changer toutes ces vitres chez soi. Donc samedi, dimanche, oui, il part, il y va, vas-y Patrice. Donc samedi, dimanche à la Halle des Sports de Viry-Châtillon. Voilà. Merci Lionel, merci. Juste un petit mot sur les primeurs. Je vous rappelle quand même que le festival, il programme chaque soir 5 artistes et jusqu'à dimanche soir. Donc loupez pas ça et ne nous loupez pas, évidemment, mardi prochain. Salut, bon week-end à tous.